bienvenue au petit-déj. Hein, donc là, petit-déj format particulier, puisqu'on accueille Gérard Baglin qui nous a réalisé l'entreprise Miroir de son dirigeant. Il va vous présenter ça tout à l'heure, parce que je vais lui laisser carte blanche pour en parler et puis discuter avec vous. Sachant que je ne suis pas le dessinateur. Tout à fait. C'est vraiment l'esprit, la substantifique moelle derrière l'album. Sachant que on est vraiment sur un ouvrage, ce que j'appelle moi de vulgarisation scientifique. Si je vais le comparer à un album, je pense tout de suite à Sapiens. On en parlait avec Fabrice ce matin. Vous connaissez peut-être le roman d'origine de Sapiens, sur le destin de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a une trame qui est un peu dans cet esprit-là, dans cet album-là. Mais ça, je laisserai libre carte blanche à Gérard pour vous en parler directement et puis interagir avec vous, parce que je suppose qu'il y aura quelques questions, sachant que j'en connais au moins 2 qui l'ont déjà lu. Un bon début. Donc, comme d'habitude, petite sélection de nouveautés pour reprendre après 2 ans d'interruption. Hein, la dernière fois c'était les 48 heures, donc j'avais présenté peu de nouveautés. Vous avez envie de quoi? D'abord, Pygmalion. Pygmalion. Bon. Alors, déjà, qui connaît le mythe de Pygmalion? Ça parle à quelqu'un? Voilà. Donc, tiens, on va faire parler Gérard. Pygmalion, ce serait une ode à quoi, quelque part? Qu'est-ce qu'il y a en fond? Moi, tel que je le vois, je le cite un petit peu quand je parle de tiers privilégié dans ma bande dessinée, c'est-à-dire comment, quand quelqu'un croit en nous, c'est pas forcément... Quand quelqu'un croit en nous, eh bien, ça développe chez nous un potentiel qui n'est pas forcément exprimé, qui n'est pas existé. Et donc le regard porté sur quelqu'un, eh bien, modifie le regard qu'il porte sur lui-même. Et ça, c'est mon interprétation. Mais je cite souvent l'effet Pygmalion. C'est ça, effectivement. Tu deviens ce que je pense de toi, quand on est dans une relation managériale ou pédagogique. Et ben c'est exactement ça, sauf que bien sûr il faut le retranscrire à l'époque antique et puis tout le concept mythologique qu'il y a derrière. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir derrière Pygmalion? Pygmalion, c'est qui? C'est un jeune homme dont le père l'a élevé dans la défiance des femmes, pour cause mariage à l'ancienne, femme beaucoup plus jeune qui l'a trompé, donc il l'a répudié, bref. Donc lui, il ne vit, au final, il a un talent qui est l'art, il ne vit que pour son art, mais vraiment que pour son art, et il est fichtrement doué quand même. Mais il oublie tout le monde, il oublie un peu sa propre famille, son maître qui est justement a fondé tous ses espoirs sur lui, au final ça va le gonfler, le glorifier quelque part, donc il commence un petit peu à se croire plus qu'il n'est, et encore, quoique. Et un jour il va avoir une vision, dans un rêve il voit Aphrodite. Alors, l'image d'Aphrodite, on parle d'une femme magnifique, etc. Mais lui, il voit non pas la femme, mais il voit la beauté personnifiée. Donc il n'a de cesse de vouloir la sculpter. Et ça devient son obsession, quitte à tout oublier, quitte à voler son propre maître. Oui. Non, c'était... Voilà. C'est parfait, merci. Et on va suivre justement de quelle façon tout ça va avoir un changement, parce que cet art va finir par le dévasser, le dévorer, et il faut lui donner une âme quelque part. Jusqu'à quel point ça va le changer? Est-ce que celle qui l'aime lui, il ne voit pas du tout, va trouver le moyen de trouver une place? C'est toute l'histoire qu'on va trouver dans Pygmalion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un one-shot, déjà, une histoire complète. On n'est pas forcément sur... alors, on n'est pas sur le mythe pur, parce que je pense que certains y verraient quelques petites déviations, etc. Mais franchement, c'est vraiment très bien fait. Un deuxième? Crossover, tu voulais dire. Crossover, je savais bien que tu avais mis en comics, toi. Alors, donc comics, il vient de sortir, il est sorti cette semaine, pour être clair. Alors, ça faisait longtemps, on voit bien qu'il est passé par là, mais ça fait partie des offres à 10 € quand ils font un lancement. Donc je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas parce que c'est à 10 € que c'est en fait une bouse et que c'est juste pour les écouler. Non. Tu le vends vachement bien. Non, le principe en fait, c'est quand ils mettent 10 € sur un album, quand on vaut quand même 15 à la base, 15-16 €, c'est de vouloir donner un coup de pouce à une série qui est pas forcément mainstream, qui est vraiment dans le côté indépendant, mais qui a un gros potentiel. Donc ils préfèrent que les gens
n'attendent pas le tome 2 et mettent 10 € plutôt que d'attendre un potentiel tome 2 qui risque de ne jamais voir le jour si jamais ça se vend pas. Ah, c'est ça, parce qu'il y en a un, j'attends toujours le tome 2. Ça va venir, ça va venir. Oui, ça va venir, ça fait 3 ans. Bon, c'est jamais trop tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière Crossover? Eh ben, c'est assez original dans le sens où tout va partir de la ville de Denver, où en fait, deux univers vont se croiser. Crossover, tout simplement. Le nôtre, tout ce qui est plus normal, conventionnel. Qui dinosaure. Non, celui des super-héros. Imaginez que tous les personnages issus de l'imagination, de l'imaginaire des comics books, tous ceux qu'on connaît, et là, ils vont pas donner les références, mais quand vous allez voir les dessins, vous passez de Spawn à Doctor Strange à la Justice League, il y a vraiment tout le monde qui arrive. Sauf que ils ont l'habitude de se joyeusement se taper dessus dans l'univers imaginaire. Quand vous le faites dans l'univers réel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Hein. Là, c'est une bombe totale qui est lâchée. Il n'y a plus rien. En fait, Denver est rasé. Réellement annihilé. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer en Amérique. C'est une levée de bouclier contre les comics, contre tous ceux qui y croient. Et notre héroïne, puisque c'est une héroïne qu'on va suivre, c'est Ellie. Une jeune fille qui est la survivante de ce milieu. C'est la seule survivante, ou presque, de Denver, qui se retrouve lâchée, donc on puisse dire, lâchée dans cet univers. Sauf qu'elle, elle n'a pas oublié son amour du comics et autres. Donc tous les religieux, etc., sont prêts à lui lâcher tout ce qu'ils peuvent sur la tête, sauf qu'elle n'est pas le seule à y croire. Sauf que derrière tout ça, il y a les enjeux de notre monde, les enjeux électoraux, les inimitiés, les haines qui vont se cristalliser, et tout simplement, sur les lecteurs de comics et sur les conséquences que ça a eu dans notre monde. Donc c'est un premier tome, hein, c'est une série. Voir où ça va venir, mais ça réserve son boulot de surprise, justement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on peut différencier très facilement personnages réels de personnages de comics books. Et c'est pas la 4. Parce qu'ils sont tramés. Alors qu'est-ce que j'appelle tramé? Je vais essayer de retrouver une image. Voilà. Tac. Alors, regarde là, toi. Vous voyez la trame dans le fond? Ouais. Et même les personnages, au niveau de la peau, seront mis comme ça. Donc clairement, ce n'est pas une peau normale. Je sais pas si... Voilà. Ok, je vois. C'est un principe narratif qui est pas habituel. Deuxième chose, on va enchaîner avec The Payback parce que ça va être un peu dans le même esprit. Alors, qu'est-ce que The Payback? Là, on va rester dans l'univers des super-héros. Bon, mais on va quand même l'emprunt... on va rester avec un peu l'entreprise, d'ailleurs. C'est un peu empreint de réalisme parce que, l'air de rien, jouer aux super-héros, avoir des augmentations, des tenues, des véhicules, hein, ça coûte. Donc ça coûte. Donc les super-héros, pour pouvoir voir tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux banques. Ils sollicitent des prêts. Comme Bruce Wayne. Détourne-toi, même Oui, Bruce Wayne. non, c'est vrai. Excuse-moi. Non, lui, il achète les banques. C'est lui la banque. Sauf qu'est-ce qui se passe quand le héros fait faillite? Qu'il peut pas solder ses prêts? Avant tous ces gadgets et ces C'est trucs ça. comme Et quand on est au bord de la faillite et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? Ils se transforment en Kick-Ass. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Eh ben en fait, on vend son service, on devient un recouvreur. Payback. En gros, les paybacks, c'est quoi? Ce sont des super-héros en faillite qui ont été repris par les différentes agences de recouvrement. Leur but, récupérer l'argent des mauvais payeurs. Et bien sûr, ces mauvais payeurs, on ne parle pas de monsieur et madame tout le monde, on parle de ceux justement qui ont emprunté et à qui on ne va pas aller faire peur parce que clairement, ils vous écrasent la voiture en 2 secondes. Donc on utilise ceux qui ont les mêmes capacités. Et au final, on a beau être super, les super ennuis, ça existe aussi. On peut avoir le dessin ou pas? Non. On reviendra plus tard. Ok. Ouais, faut aimer. Ouais. On est sur un dessin beaucoup plus classique comics, hein, avec un petit côté old school dans le dessin. Bon, on change un peu, on passe à l'humour. Alors, Viking dans la brume. C'est pas normand par hasard.
Ouais, si, ici on peut dire ça. Mais surtout, il y a un scénariste derrière qui est assez connu, qui est Wilfrid Lupano. Alors, qui est Wilfrid Lupano? C'est une bonne question. Les vieux fourneaux. Ah. Pour ne citer que celui-ci, il y aura un océan d'amour, enfin bon, il y en a pléthore. Donc Wilfrid Lupano change assez régulièrement de style. Et là, on est parti. Alors, c'est clairement de l'humour. Hein. Cherchez pas une histoire construite et encore. Qui va être mis sur le mode narratif classique, c'est-à-dire les débuts de la bande dessinée, ce qu'on appelait le strip. Ces demi-pages que vous aviez au bas des pages de journaux, etc. Il a construit son album comme ça, un peu dans le mode de Retour à la Terre de Larsenet. On retrouve un peu cet esprit-là. Sauf que vous allez suivre des vikings. Enfin, pas que les vikings, celles aussi qui restent sur place pendant qu'ils partent en razzia. Sauf que, eh ben, ce sont de bons boulets, tous autant qu'ils sont. Mais vraiment. Parce que le premier gag que vous allez voir, c'est le départ des vikings, avec, vous imaginez le noble Drakkar qui part au loin sur la mer, vous voyez le fjord qui s'en va, les femmes au bord, soit sur la falaise, soit sur la plage avec les mouchoirs et tout ça, et ça se fait au revoir, et ça se fait au revoir, jusqu'au moment où il y a un petit point, et puis la lune qui se retourne vers l'autre dit ça y est, c'est bon, ils sont assez loin? Et oui, c'est bon. Oh, j'ai cru que ça allait jamais finir, j'en peux plus. Oui, mais au moins on a la paix maintenant. Ah bon? Ils ont porté les enfants? Ah non, non, faut pas rêver quand même. Et ça, c'est tout l'esprit de Vikings dans la brume. Y compris les... salut Julien! Y compris les Vikings qui sont dans leur Drakkar avec eux qui disent oh, j'ai oublié mon bouclier! Oh, faut faire demi-tour. Mais ça va pas. Un départ viking, c'est noble. Il y a une certaine crédibilité quand même. Donc on y va. Voilà, c'est tout l'esprit de Vikings dans la brume. Donc c'est vraiment drôle. Ce qui est assez marrant, c'est que malgré la dérision, il y a quand même une petite légèreté dedans et puis un fond, je vais pas dire historique, mais on est dans le concret au final, parce qu'on parle de ce qui se passe tous les jours. Ça rappelle un peu Kaamelott qui dérivait beaucoup sur l'humour et tout, et pourtant, eh ben, était pas si loin que ça, si éloigné du vécu réel de l'époque. Bon, on continue avec le délire. Alors, le petit théâtre des opérations. Donc ça, pas forcément connu. Alors, je vais me permettre d'être vulgaire, parce que pour une fois l'auteur n'a pas repris son nom de plume, puisque là vous avez d'un côté le dessinateur Monsieur Le Chien et de l'autre côté Julien Hervieux. Qui est Julien Hervieux? Il est connu sous un autre nom, un odieux connard. C'est son nom de plume. Pourquoi? Parce qu'il fait pas mal de blogs sur le cinéma, sur l'histoire aussi. Il a une chaîne, le petit théâtre des opérations, c'est une chaîne en fait à l'origine. Et il a une plume, mais voilà, bien acerbe, ça, quand il s'agit de démonter, il n'y a pas besoin de cri. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit théâtre des opérations? Donc, au-delà de ce que je vous ai dit, il aime l'histoire, hein, c'est un passionné d'histoire. Il a voulu mettre en avant des histoires vraies, mais complètement rocambolesques. En gros, des personnages tellement fêlés du casque que l'histoire n'a pas pu retenir, officiellement en tout cas, leur nom et leur fait d'armes. Parce que tout ce qui va être compté dans cette histoire-là est réel. Tout ce qu'ils ont fait est réel. Donc autant vous dire que c'est assez surprenant, parce qu'il y a vraiment des choses, on se dit mais c'est pas possible, c'est digne d'un film, sauf que ça a réellement été fait. Tel faut imaginer Première Guerre mondiale, un combattant, une armoire normande, bâtie comme un châssis de poids lourd, un truc gigantesque, en train de ronfler dans la tranchée pendant que ça bombarde partout, etc. La charge sonne, lui continue à ronfler, donc tout le monde monte, il se réveille, plus personne. Petit problème quand même, parce qu'à l'époque, refus de charge, peloton d'exécution et c'était fini. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'à cela ne tienne, hop, fusil, et on y va. Donc il traverse le No Man's Land, où il y a ses copains un peu éparpillés avec des morceaux un peu partout. Il arrive à la tranchée adverse, il nettoie la tranchée adverse. À lui tout seul. Histoire vraie. Ou encore comme cet officier écossais qui avait décidé de ne combattre qu'à l'épée et à l'arc, en pleine Seconde Guerre mondiale. Ah oui, d'accord. Et il l'a fait. Il n'a pas aussi fait la première, celui-là? Je crois en avoir entendu parler, Steve Harris, c'est un truc de malade quand même. C'est ça, c'est Il ça. a eu plus qu'un œil, il s'est fait charcuter une jambe aussi, je crois. C'est ça, et tout ça, ce sont des personnages réels. Ou encore ce pilote qui est très connu, qui était un aviateur hors norme, sauf que le gros problème du pilotage, c'est que quand vous prenez des jets, qu'est-ce qui se passe? Le sang descend dans les jambes, et donc vous perdez conscience.
Sauf que lui, il s'en foutait, il n'avait pas de jambes. Donc il pilotait comme un char. Voilà, et ça, c'est tout l'esprit du petit théâtre des opérations. Donc c'est plein d'humour, c'est vraiment très drôle, c'est écrit avec le langage moderne, ça raconte des faits d'époque, mais par contre, tous les faits sont réels. Bon, on va finir par... Enfin, je finirai par le petit manga à la fin, puisque Thomas voulait savoir ce qu'était Au nom du pain. Alors là, ce sera le début d'une épopée. Hein. Une épopée familiale, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épopée familiale en bande dessinée, notamment historique. C'est très dur d'avoir comme comparatif, en fait, les maîtres de l'orge. Parce que le maître du genre, ça reste quand même la série Les maîtres de l'orge par Van Damme. C'est vraiment ce qui se fait de meilleur dans le genre. Sauf que là, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez original, c'est de mêler la période, bon, la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été fait, vu, revu, hein, je vais pas non plus épiloguer dessus, mais par contre, d'y mêler aussi l'histoire du pain. Ou plus exactement de ce qu'est être un boulanger à l'époque juste avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va suivre en fait deux générations, les parents qui sont devenus boulangers, l'un qui va être envoyé en pleine guerre au Blitzkrieg, qui a subi le Blitzkrieg, pardon, et puis les enfants qui vont devoir reprendre ce rôle, sachant que les occupants arrivent, etc., que le frère est omnubilé par la pseudo-mort, en tout cas ils pensent qu'il est mort de leur père pendant cette période-là, donc je vous laisse imaginer la haine envers les Allemands, et la sœur qui, elle, essaye de tenir tant bien que mal la boulangerie, mais qui est pas dupe non plus de l'allemand, sauf que vu ses charmes, la commandature aimerait bien s'emparer de cette jeune dame pour faire le service des Allemands. Autant dire que là on a un creuset, mais alors idéal pour la résistance, et qui pourrait avoir des informations. Un seul tout, c'est dans quel sens tout ça va être versé. Ou dans quel sang tout ça va être versé aussi. C'est tout ça qu'on va découvrir. Donc vous remarquerez qu'on a des périodes, 1939-1944. Donc je pense qu'on va avoir l'évolution comme ça petit à petit, sachant que l'album là ne se termine pas en 1944, ça sous-entend qu'on va aller jusqu'à 1944, à confirmer avec les prochains, mais du coup ça veut dire qu'il y aura sûrement une deuxième époque, elle, quant à savoir où on va aller, ça c'est une autre question. Et l'action se déroule où exactement Alors je ne me souviens plus du lieu, c'est en France, mais je me souviens plus, je sais même plus s'il est cité. Je crois pas, il y a un petit village qui est cité, alors je vais essayer de le retrouver. Je sais même pas s'ils l'ont vraiment situé. Non, ils l'ont pas situé. Mais souvent c'est volontaire, c'est pour éviter les écueils, surtout historiquement. Il y a des fois, il faut éviter d'être trop précis parce que, ou alors il faut être hyper documenté. Parce que les spécialistes, alors là, ils vous font pas de pitié, pas de quartier sur s'il y a une erreur. C'est le gros problème de ceux qui travaillent sur l'aviation et la navigation. Dès qu'il y a une erreur, ils sont descendus. Alors, on est clairement donc manga, on est clairement sur ce qu'on appelle un seinen. Donc, je vais raccourcir seinen, c'est une mauvaise appellation, mais ça parle beaucoup plus dans l'esprit thriller psychologique. Hein, vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Alors, par contre, le dessin, bon, on va commencer par l'image la plus marquante. Le dessin est clairement fin. On n'est pas sur du manga à la Dragon Ball ou autre. Hein, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus travaillé. Le principe, vous allez partir en fait de l'histoire d'une jeune fille, encore à l'école. Cette jeune fille, en fait, tout simplement, elle l'a tué sa meilleure amie. Mais elle l'a pas simplement tué, elle l'a débité. Et après, elle a été, 16 ans à peu près, après, elle a été se dénoncer à la police. C'est bien fait, il n'y a pas besoin. Et justement, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Alors, le meurtre, c'est une chose, mais dans ce cas-là, si elle a si bien fait les choses, pourquoi aller se donner à la police? Parce que clairement, c'est ce qu'elle fait. Puis elle y va, après, elle revient, journée presque normale, sa mère lui casse les noix avec l'école, etc. Après, elle tue la mère. Et bah non, justement. Non, elle est vraiment, mais comme d'habitude, normale, etc. Elle prend sa douche, elle part à l'école. Sauf qu'elle va pas à l'école, elle va à la police. Et là, elle commence à raconter les détails, d'où le corps est enterré, etc. Et là, on va retrouver le corps ou... Tout à fait. C'est le début de l'enquête.
Et pour eux, c'est une affaire simple. Elle a avoué, le corps est là, les descriptions correspondent à ce qui s'est passé. Tu es dans la situation qu'on est au début de l'album, c'est-à-dire que tu comprends pas. Tu te dis, mais n'importe qui, d'à peu près malsain, va essayer de ne pas passer, de passer entre les mailles du filet. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et c'est là que c'est intéressant. On va partir en flashback. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Et on va s'apercevoir que c'est pas aussi simple. On avait deux personnages. Sa meilleure amie, enjouée, la coqueluche de tout le monde, elle toujours effacée, un peu timide, un peu solitaire. Et en fait, elles étaient très proches l'une de l'autre. Et il y a eu des événements. Il y a eu une tentative de viol sur notre héroïne par l'oncle de l'autre et qui a dérapé en légitime défense. Donc premier meurtre. Mais est-ce que c'est pas le premier meurtre d'une longue série? Est-ce que le secret n'a pas été trop lourd à garder? Qu'est-ce qui se cache? Du coup, plein de questions vont commencer à s'égrener. Et ça va être tout l'intérêt de la série. C'est de découvrir justement qu'est-ce qui a mené à ça. Est-ce qu'elle s'accuse vraiment d'un meurtre qu'elle a commis? Ou est-ce qu'au contraire, il y a autre chose derrière ce meurtre? Et est-ce que c'est un meurtre d'ailleurs? Parce qu'au final, dès les 10-20 premières pages, on arrive à douter. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être une série courte. De mémoire, je sais plus si c'est 3 ou 4 volumes, mais on sera vraiment sur un format court. Ça c'est intéressant, tiens je veux bien voir ça. Bon là je vais parler aux plus vieux d'entre nous. Alors ça, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un comme ça, l'image? Ouais, alors effectivement c'est un jeu, c'est une série de jeux vidéo. Ça a été aussi un dessin animé qui était connu sous Fly. Bonjour à ceux qui ont vu le Club d'eau. Oui, ça me parle. Voilà, donc Fly en fait c'est Die dans le son, et donc ça c'est, ils ont décidé de ressortir la série entière de The Adventure of Die, donc la quête de Die pour le dire en français. Donc on est sur quoi? Donc on est sur un format qui était un format jeu vidéo, c'était 37 tomes si je me souviens bien à l'époque. Ce sera bien sûr diminué puisqu'on est sur des tomes beaucoup plus épais, on est sur sur une version retravaillée puisque c'était l'anniversaire. Il faut savoir que Dragon Quest au Japon c'est juste une des plus grosses licences de jeux vidéo dans l'univers Heroic Fantasy. Alors j'essaie de retrouver, je vais pas retrouver. Voilà, on va retrouver des planches retravaillées, recolorisées justement pour l'anniversaire. Petit air de Son Goku aussi. Alors c'est vrai que le dessinateur, effectivement, on est plus dans le classique. Justement, c'est la particularité de ce cycle-là, c'est que ça pouvait s'adresser à des plus jeunes, contrairement aux autres qui sont plus sombres et déjà on est au-dessus de 12 ans. Là, sur 9-12 ans, ça marche. Le principe est assez simple, puisqu'on est sur de l'Heroic Fantasy. En gros, on suit un gamin qui est orphelin, qui a été éduqué par des monstres sur une île, à l'abri de tout le monde. Et puis du jour au lendemain, des gens viennent pour mettre une quête, etc. Une princesse notamment qui arrive là pour son épreuve, elle doit devenir sage. Elle vient là donc pour passer son épreuve ultime, sauf qu'elle va faire partie malheureusement d'un complot qui va se retourner contre elle. Sauf que Dai, lors de cette épreuve, il va révéler en fait sa particularité. Ce symbole de dragon qui est sur son front. Ça ressemble à Tu es un sorcier. Alors effectivement il y a ce style graphique, ouais, tout à fait. Et ce symbole de dragon, tout simplement, c'est le symbole des chevaliers dragons. Sauf que les chevaliers dragons, il y en a un par génération, il a juste tous les pouvoirs. Non, en fait, c'est deux Vikings. On est vraiment sur typiquement quelqu'un qui est là pour équilibrer les choses, sauf que normalement il n'y a pas d'enfant chevalier dragon. Donc là il y a un mystère quant à son histoire, sa naissance. On va suivre son parcours parce que du coup il a toute une éducation à refaire. Le problème c'est que on était en temps de paix, le roi du mal revient, qui dit roi du mal dit monstre qui redeviennent méchants. Le problème c'est que les monstres c'est sa famille. Quel camp il va choisir, où est-ce que ça va le mener? Et c'est toute sa quête, toute son aventure qu'on va suivre tout au long de l'histoire, avec le principe même du shonen, c'est-à-dire le level up bien entendu, mais avec aussi pas mal d'histoires derrière, la façon dont il va se permettre aux gens de devenir plus grands, s'associer à lui, etc. Donc c'est vraiment toute l'histoire qu'on va suivre. Donc les 2 tomes, C'est prévu en combien de tomes? alors j'ai plus le nombre de tomes parce que c'était 37, je crois qu'on est autour d'une grosse vingtaine sur ce format-là. Mais j'ai plus le nombre de tomes précis en tête. Partir sur 70. Non. On sera moins que la série originelle, ça c'est clair. Peut-être 30. Mais je te dis, j'ai plus le nombre précis prévu. Ouais, puis c'est assez intense quand même. Enfin, il y a de quoi lire. Hein.
Ah ben là, le fait de l'avoir mis dans ce format-là, il n'y a pas que de l'action à la Dragon Ball, justement, on a vraiment... C'est l'avantage d'avoir de l'Heroic Fantasy, alors je devrais dire du RPG, parce que c'est du format jeu vidéo, donc role-playing game. On retrouve cet esprit-là, avec le côté quête, le côté aventure, qui vont se mêler, mais avec une narration qui va être beaucoup plus longue. Et l'édition est sympa. Ouais, ils ont fait un gros boulot éditorial dessus, il faut l'avouer. Je dois avoir toutes. Moi, dans ma propre collection, je crois que j'ai toutes les versions de celui-ci. La première, j'ai lu, c'était juste dégueulasse. J'ai encore les doigts qui bavent quand je le lis. Mais c'est normal, c'était le début à l'époque du manga. Après, donc il y a eu Delcourt, Tonkam qui les a réédités une première fois. Puis là, ils ont refait une édition anniversaire. D'ailleurs, elle a été retardée au niveau sortie parce qu'il y a eu une volonté de faire quelque chose d'un peu plus cossu, un peu plus précis. Et on en a terminé pour les nouveautés. Et maintenant, on va parler. Donc on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Plus exactement, vous en avez commencé à en parler un petit peu. Je vais laisser la parole à Gérard pour qu'il présente lui-même, parce que, après tout, c'est son œuvre. Alors, il faut juste savoir que c'est une première, hein, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que vous essayez à la bande dessinée. Il faut savoir aussi que l'éditeur, alors on verra peut-être Gaël, mais il avait un empêchement ce matin, il devait venir aussi. Son éditeur en fait ne fait pas du tout de bande dessinée, hein, il est vraiment des éditions sur l'entreprise et le management et tout ça, mais là aussi ça a été je pense un risque aussi pour eux de se lancer dans l'aventure. Donc, mais franchement, surtout quand on s'intéresse au sujet, c'est vraiment éclairant. Donc, je cède la parole et la place à Gérard. Merci donc. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette bande dessinée? Bon, c'est vrai que moi je découvre ici l'univers de la bande dessinée parce que j'ai lu, comme tout à chacun, Astérix, voilà, Tintin, Milou et tout ça, mais voilà, c'est tout. Mais là, vraiment, quand j'arrive ici, c'est impressionnant. Disons, votre monde à vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la BD. Alors, c'est vrai que moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille auprès de chefs d'entreprise. Auparavant, j'étais éducateur spécialisé, je me suis toujours passionné pour la psychologie et la psychanalyse, et puis bien sûr que je remarque des choses, à force de côtoyer des centaines de chefs d'entreprise, je suis rentré un peu dans leur monde, moi-même. Je suis aussi, j'ai ma petite entreprise qui s'appelle Psynergie, et j'ai découvert un petit peu justement la psychologie du dirigeant et du créateur d'une manière générale. Alors donc bien sûr j'avais des idées, je pouvais me lancer à écrire un bouquin classique, mais je me disais mais ce ne sera jamais lu parce que effectivement ça n'intéresse pas que moi, mais en tout cas c'est compliqué, disons, d'entrer un peu dans la psychologie des gens par des textes, etc. Et quoi de mieux que la bande dessinée, que l'image, hein, c'est vrai qu'on dit une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai que imaginaire, et c'est vrai que quand vous rentrez dans une bande dessinée, eh bien, vous vous laissez aller. En tout cas, ça touche votre imaginaire et ça réveille chez vous quelque chose de personnel, quoi, hein. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai fait ce choix-là. Ça m'est venu comme ça, une idée, mais je pense que Isabelle, ma femme, m'a suggéré ça. C'est vrai que souvent je fais des vidéos pour parler de mon activité, mais voilà. Bon, donc, alors, bien sûr que j'ai découvert, parce que j'avais un texte au départ, et puis j'ai rencontré un dessinateur qu'on m'avait un petit peu suggéré de prendre, un type qui travaillait pour une agence de pub, et puis voilà, et donc, quand je lui ai dit, bah voilà un petit peu ce que je vais raconter, il m'a dit, bah attendez, ça se fait pas comme ça, une BD, c'est vraiment, il faut que vous arriviez à décortiquer, à découper un peu votre texte, etc., de façon à que je puisse produire des images, quoi. Alors vraiment, j'ai découvert ça, et c'est vrai que, alors je lui ai envoyé des textes, un scénario, et à chaque fois il me renvoyait ces images. Je dis, mais c'était extraordinaire, parce que il avait vraiment saisi ce que je voulais dire. Et c'était merveilleux pour moi de découvrir donc sa production. Voilà, parce que c'est vrai, quand on écrit quelque chose, et surtout quand on le met en image, quand on le fait mettre en image, on a vraiment l'impression d'exprimer vraiment le fond de sa pensée, quoi. Enfin, vraiment, alors donc, je raconte à travers ça, surtout aussi une histoire personnelle. C'est-à-dire quand je m'adresse aux chefs d'entreprise, je leur dis, votre entreprise vous ressemble.
parce que vous l'avez créé sur la base de motivations très personnelles, et automatiquement, tout ça, c'est lié à quoi? À votre enfance. Alors c'est vrai que l'enfance, la bande dessinée, l'imaginaire, effectivement, c'est quelque chose, bien sûr, automatiquement qui parle aux dirigeants. Alors c'est vrai que je m'en sers un peu de cette bande dessinée comme un peu un outil de marketing ou de com. Et c'est vrai que je l'ai offert à peu près 300-400 chefs d'entreprise que j'ai suivis, enfin des partenaires, et aussi pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose, à ma famille, à mes enfants, mes neveux et mes nièces, et ils me disent, mais c'est extraordinaire, on part là-dedans, parce qu'on est embarqué un peu aussi dans notre propre histoire. Hein, parce que c'est vrai que, je ne sais pas, tu l'as lu, et effectivement, c'est... Oui, j'avais ressenti un peu ça. Il y avait vraiment une touche très personnelle, c'est loin de ce qu'on pourrait imaginer comme étant des carcans vraiment très monotones et objectifs. Il y a quelque chose vraiment qui touche au cœur, et c'est ça qui m'a un peu marqué aussi dans cette BD, qui pourtant paraîtrait au premier abord comme un essai, un essai dans le sens essai philosophique et économique et tout ça. En fait, ça ne s'arrête pas à la description mécanique Voilà, de c'est ça. d'une entreprise, c'est vraiment ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est parce que c'est d'abord des hommes, hein. Enfin, c'est des types qui prennent des risques. Hein. Enfin, moi, je parle pas que des chefs d'entreprise, mais aussi des sportifs. Moi, je travaille, je suis préparateur mental aussi, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que derrière toute personne qui s'exprime dans des choses assez... enfin, je dis souvent, je m'intéresse aux gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a toujours des éléments de cette histoire que l'on a tous, notre enfance qui nous a marqués. Et donc, avant d'être une réalité matérielle, l'entreprise est une réalité psychique, c'est-à-dire qu'elle est dans l'imaginaire de son créateur, si vous voulez. Et donc, automatiquement, j'ai voulu un peu parler de mon histoire parce que, à chaque fois, enfin, ça fait plus de 30, près de 35 ans que je fais ce métier-là, où je travaille des chefs d'entreprise, eh bien, je vois dans ma vie dérouler toutes les marques, toute l'empreinte que mon enfance a pu avoir. Moi, je me suis passionné pour la psychanalyse, hein, pour l'inconscient, etc. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir voir comment tout ce qu'on imagine, toutes nos pensées se réalisent dans notre vie, quoi. Soit je vais devenir un boulanger extraordinaire, je vais innover des choses, soit je vais devenir un employé qui se passionne pour l'électronique, je ne sais pas quoi. Et puis, voilà, chacun d'entre nous, on est animé par quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on est tous une personnalité unique et on va automatiquement, tout ce qu'on va réaliser, que ce soit sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle ou sa vie artistique, eh bien, va s'exprimer dans tout ça. Donc, j'ai souhaité un peu, à travers des cas, voilà, je décris un peu les mécanismes psychologiques de la création. On a parlé de l'effet Pygmalion. Moi, je parle de l'effet Pygmalion, mais comment, effectivement, tout ce qu'on va faire dans notre vie, généralement, on le fait pour les autres. Hein, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de compter pour quelqu'un, d'une certaine manière. Hein. Alors, sans que vous en ayez conscience. Moi, j'ai découvert effectivement que c'était le moteur de la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on va faire des choses, souvent dans le but d'être reconnu. Ou, ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est un grand chef d'entreprise que vous avez ici, et il a créé plusieurs entreprises, et son moteur, c'est quoi? C'est pas gagner l'argent, ça n'est qu'une conséquence, mais c'est de devenir indépendant. Hein, c'est-à-dire, voilà, ma motivation, c'est de devenir indépendant. Et donc, automatiquement, votre entreprise, votre création va épouser les contours de votre personnalité, sans que vous en ayez conscience. Et mon travail, moi, c'est ce que je décris un peu dans l'accompagnement des dirigeants, c'est justement de révéler, de leur permettre de révéler ce qu'ils sont sur quoi, quel sens ça a leur désir d'entreprendre. Alors j'évoque aussi des moments où une entreprise va être en difficulté, et c'est vrai que les points forts et les points faibles d'une entreprise sont souvent le reflet des points forts et des points faibles du dirigeant. Et ça, souvent, il ne le sait pas. Et quand il travaille avec moi, il va tout de suite le comprendre et justement aller chercher un peu plus au fond de lui cette source de créativité au départ. Et puis aussi, les obstacles qu'il va rencontrer sont souvent inscrits dans son histoire, dans sa vie, dans sa psychologie. Voilà. C'est ce qui fait que... Alors, je dis, je suis un jardinier d'entreprise parce que j'utilise aussi la métaphore de l'arbre dans la vie de l'entreprise. Alors pourquoi?
Là encore, c'est l'expression de mon enfance, c'est de dire à 10 ans, j'ai réussi ma première greffe d'arbre. Et j'ai toujours été passionné par la botanique. Et automatiquement, quand j'ai vu l'entreprise fonctionner, je me suis dit l'entreprise fonctionne comme un arbre. Et ça, vous voyez apparaître un peu dans cette BD, un peu cette affaire-là. Et d'ailleurs, je me suis pris un peu au jeu de la BD parce que je suis en train de réfléchir à une deuxième BD, mais parce que je suis tombé sur un dessinateur qui pige bien mon truc. Et donc là, ma bande dessinée, ça va être un peu l'hymne à la vie. L'hymne à la vie à travers 3 éléments. L'arbre. C'est-à-dire, je suis en train de lire des bouquins sur l'intelligence des arbres et comment ce sont des êtres qui communiquent d'une manière assez subtile. Enfin, moi, je découvre des choses là-dessus. Deuxième élément, c'est la personne, c'est l'individu, l'être humain. Et le troisième, c'est l'entreprise. Donc, c'est toujours un peu ce lien entre ces 3 éléments. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir traduire en images, faire traduire en images, parce que je ne dessine pas, mais voilà, comment ça peut s'exprimer et aussi impressionner les gens. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je suis rentré dans ta BD, mais j'ai dû jusqu'au bout, parce que je suis pris, parce que c'est un peu mon histoire, c'est votre histoire, effectivement. Enfin, c'est le lecteur, en tout cas, qui va s'identifier, bien sûr, à cette histoire-là. Voilà un petit peu en résumé ce que je pouvais dire. Alors, si je puis me permettre, j'ai une question. Oui. Si vous mettez vraiment dans la peau du dirigeant, ou aussi vous faites des passerelles entre les dirigeants et son rapport avec les salariés? Oui, un peu, oui. D'accord. Oui, bien sûr, hein, oui, c'est sûr que justement, il m'a produit un dessin, je ne sais plus quelle page c'est, mais où effectivement le dirigeant, c'est effectivement peut être vécu comme Plutôt, comment est vécu le dirigeant par les salariés? oui, c'est ça. Donc voilà, le management et les relations humaines, Ah, d'accord. c'est-à-dire Il y a un vrai voilà, chapitre. il l'a illustré un peu sous cette forme-là. Hein. C'est-à-dire que Oui, d'accord. donc, voilà. Un peu caricatural à mon sens, mais bon. Oui, c'est ça. Et alors, il y a pas mal de caricatures. y a beaucoup d'humour. Hein. Oui. C'est un Oui, sujet c'est pas sérieux. mal. Mais après, c'est de l'humour subtil. Oui, c'est un sujet sérieux et c'est vrai que M. Barbedor, c'est ce nom du dessinateur, bon, a un grand passé aussi de publicitaire et aussi d'illustrateur. Et c'est vrai qu'il a su traduire un peu les choses. Ce serait peut-être bien de le développer dans un tome à part parce que j'ai lu un petit peu, hein, quand j'ai Oui. dit, j'ai pas eu le temps de lire entièrement. J'ai l'impression qu'on est trop dans l'optimisme, un peu trop peut-être dans le monde des bisounours, ça manque de nuances. Moi, c'est le truc qui me gêne un peu, j'aime pas quand c'est trop, Ah, oui, de oui. certains côtés trop lisse, trop waouh. Utilise le meurtre. Mais Merci. dans ce que tu dis, tu trouves que le dirigeant est trop idéalisé, c'est ça? Je sais quelles sont les difficultés et tout, mais voilà, oui, que dirigeant et quelqu'un d'exceptionnel, moi ça me fait paraître un peu un monde magnifique, fantastique, et justement, ce que j'aime bien, c'est quand on creuse un peu plus, voir davantage les difficultés, dont les relations avec les salariés, que moi je suis dans une entreprise où tout est loin de se passer facilement, voilà. Je sais que c'est extrêmement complexe, là c'est juste un livre, on ne peut que survoler. J'ai pas lu le livre, je précise. Alors c'est vrai que j'illustre quand même le cas d'un chef d'entreprise qui est un dictateur, si vous voulez, et comment je l'amène un peu alors, à comprendre pourquoi il est dictateur, si vous voulez. En 2 mots, si vous voulez, c'est quelqu'un, un patron qui effectivement a des problèmes avec l'inspection du travail, il harcèle ses employés, etc. Vous verrez, il y a un passage là-dessus, où effectivement je l'amène à comprendre un peu qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui fait que il est comme ça? Eh bien, alors bien sûr que quand je coach, parce que je suis coach professionnel, hein, quand je coach quelqu'un, eh bien je vais l'amener à comprendre, à donner du sens et à parler un peu de son enfance. Et il me raconte, il me dit, j'avais 11 ans et puis ma mère voulait à tout prix que j'apprenne à nager. Donc j'allais à la piscine, vraiment, je m'amusais avec les copains, etc. Et puis un jour, elle se met de mèche avec le maître nageur. Et elle lui dit, surtout, quand mon fils va venir, moi j'ai envie qu'il apprenne à nager, c'est important, etc. Eh bien, vous vous débrouillez. Hein. Et alors lui, le maître nageur, à cette époque-là, l'attrape et puis le met dans le grand bain. Et là, il suffoque un peu, mais tout de suite, il tourne les choses d'une manière positive. Et en tout cas, il apprend à nager. Et plus tard dans sa vie, eh bien, alors il est devenu
il a eu un bon niveau de performance, hein, il a fait des compétitions à haut niveau. Qu'est-ce qu'il a déduit dans sa tête? C'est-à-dire que effectivement, on devient performant par la contrainte, par oui. Et ça, eh bien, effectivement, il a cru que ses employés, on allait les motiver justement par la contrainte, par un management très directif, etc. Oui. Donc, il a fallu qu'il démonte un peu cette... Ça peut marcher pour certaines personnes. Comment? Pour toutes. Tout le monde n'est pas câblé de la même manière. Oui, bien sûr. Pour ceux qui sont câblés comme lui, ça va marcher. Pour ceux qui ne sont pas câblés comme lui, ça ne va pas marcher. Ouais. C'est une vieille technique, on appelle ça la tactique du lion. C'est pousser le lionceau dans le bain et on ne garde que ceux qui savent nager. Voilà. Enfin voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Est-ce que vous abordez les échecs? Parce que la vie de création d'entreprise, il n'y a pas toujours que des, Bien sûr. Que des succès. recettes. Hein. Bien sûr. Moi, dans les 3 entreprises que j'ai eues, il y a eu des moments très très critiques. Il a Voilà. fallu faire un plan social et se séparer de la moitié des employés. Et après, on a rebondi. Mais Bien sûr. les échecs, c'est c'est très très formateur. C'est très formateur et c'est l'occasion justement pour le dirigeant de se transformer, enfin, d'essayer effectivement C'est vrai de comprendre. on retient beaucoup de choses après Ouais, de comprendre comment notre entreprise nous ressemble. Notre entreprise, c'est notre miroir. Et c'est vrai qu'il faut être courageux pour un dirigeant de dire, c'est pas de la faute des autres seulement, c'est pas de la faute de la conjoncture, mais je ne suis pas coupable, mais je suis un peu responsable aussi de ce qui arrive dans mon entreprise. C'est vrai que les gens qui travaillent avec moi, généralement, ce sont des gens qui osent pouvoir donner du sens un peu à leur réussite et puis aussi à leurs échecs. Et qu'est-ce que vous pensez parce que la culture de l'échec ici, en France, c'est compliqué. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a aucun problème. La culture de l'échec fait partie de la manière d'entreprendre. Ici, c'est un peu compliqué. Et c'est quoi le... On est montré du doigt dès que Et notre côté judéo-chrétien, c'est effectivement... voilà, de toute façon, il faut souffrir pour être racheté, il faut souffrir. Et effectivement, alors que les Américains, effectivement, pour réussir, il faut avoir passé par plusieurs échecs. Parce qu'on apprend de ces échecs, mais si ça débouche sur une sanction, au tribunal de commerce, vraiment, on est un peu le montré du doigt, etc. Interdit de gestion, voilà, et c'est terrible au niveau de l'ego du dirigeant, parce qu'il faut avoir un peu d'ego pour oser entreprendre. Et en tant que coach, vous avez beaucoup de salariés en reconversion qui veulent... Oui. Alors qu'est-ce qui peut amener, de plus en plus. Qu'est-ce qui peut amener un salarié, bon, je suis salarié, à vouloir devenir chef d'entreprise ou à vouloir prendre son envol? C'est quoi les motivations On va demander, tiens. Voilà. Tiens, il va donner sa réponse. Et puis moi, je vais pose donner une la mienne. question générale parce que peut-être qu'il y en a qui se posent la question comme Bien moi. sûr. Donc, qu'est-ce qui peut motiver un salarié à vouloir être à son compte? Voilà, pour parler simplement. Alors, il y a un des critères premiers, c'est que Gérard aborde tout de suite au début de son album, c'est la volonté d'être indépendant. Quand on a été salarié, on a été toujours sous la coupe de quelqu'un. Quand on passe un certain temps dans une entreprise, on commence à avoir une certaine formation et une certaine idée d'où on veut aller. Il y a un moment, ces idées, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut les réaliser, il n'y a que vous qui pouvez les réaliser. Donc il faut se donner les moyens avoir l'envie de se donner les moyens de pousser la chose pour la réaliser. C'est une des premières choses qui fait que on a envie d'aller à son compte. Après, il y a plein d'obstacles. Il y a des obstacles psychologiques, il y a des obstacles concrets, financiers, etc. L'indépendance, ça coûte cher. Hein. Ouais, l'indépendance, ça coûte très cher. L'indépendance, ça coûte cher. Quand tu dis à madame, j'ai filé madame et puis j'ai envie de créer une société, on met la maison en garantie. C'est un peu rock'n'roll des fois. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que dans la bande dessinée, je parle de Van Gogh, je parle de Steve Jobs, etc. Et aussi à avoir côtoyé des centaines de dirigeants, il y a toujours quelque chose dans notre enfance, chez les gens qui prennent des risques, qui ont envie de s'affirmer, de se réaliser, parce que si vous reprenez un peu des trucs classiques, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins des individus, le sommet de la pyramide, c'est le besoin de se réaliser. Alors il y a des gens qui vont avoir un fort besoin de se réaliser, mais un salarié va pouvoir aussi se réaliser, je sais pas, quand il va faire son jardin, j'en sais rien, mais le chef d'entreprise, c'est une marque particulière,
où il va souvent être amené à prendre des risques. On dit souvent, je reprends un peu l'expression de quelqu'un qui a été un président du MEDEF, bon, c'est les patrons, créer une entreprise, c'est 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. C'est-à-dire, effectivement, au départ, il faut effectivement, on se lance, comme on dit, on ne sait pas si on va réussir, mais il y a une telle énergie, une telle force en nous qui fait que ça va marcher. Parce que, et que souvent, on va identifier chez les personnes qui créent leur entreprise, c'est que souvent, il y a des événements particuliers dans leur enfance, dans leur vie, qui les ont amenés à, disons, à développer des compétences, des capacités d'adaptation. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter à des situations compliquées. Et donc, effectivement, ce qui va caractériser souvent les créateurs, des artistes, un sportif de haut niveau, c'est souvent un besoin de s'affirmer, de se réaliser, et parce qu'il a connu dans sa vie souvent des moments compliqués qu'il a su. Steve Jobs, si vous voulez, il a souffert toujours de cette angoisse d'abandon. Si vous voulez, il a été abandonné par sa mère, qui a été obligée de l'abandonner, et il a été confié à une famille d'accueil. C'est sa mère qui l'avait placé chez telle famille d'accueil. Elle lui avait dit que je te reprendrai, effectivement, mais il y a eu vraiment chez lui une énergie, un dépassement de soi assez extraordinaire, une créativité extraordinaire. Alors, est-ce que vous êtes fait pour être un futur chef d'entreprise? Je sais pas. Vous avez envie? Pourquoi pas? Ah oui. Et pour les créateurs, pour moi, il y a deux catégories de créateurs. Il y a ceux qui subissent, c'est-à-dire qui sont par exemple dans un plan social, etc., qui se disent bon, il faut que je fasse quelque chose, donc j'essaye. Et ceux qui volontairement décident de créer. Ouais. À votre avis, c'est quelle catégorie qui est la plus... C'est le salarié qui en a marre de son patron, etc., et qui veut partir parce qu'il veut créer son emploi. Simplement, il n'y aura pas la même niaque, la même force que celui qui, effectivement, a une idée et un rêve qui va transformer en réalité. C'est vrai que c'est une motivation complètement différente. Il y a une motivation, souvent la défensive, c'est-à-dire on appelle ça une motivation défensive, c'est-à-dire le type qui veut quitter son emploi, il va créer son emploi. Alors que le chef d'entreprise qui veut créer, c'est une motivation plutôt offensive, c'est-à-dire il va aller chercher quelque chose, conquérir quelque chose à l'extérieur, dans un marché, mais conquérir aussi des choses en soi. Il a besoin de développer. Bon, enfin, voilà, moi, c'est vrai que je rends hommage à ces gens, à ces créateurs, à ces gens qui prennent des risques, etc. Mais, vous savez, je m'adresse surtout à 90% de la population des chefs d'entreprise, c'est des petites PME, c'est une personne. Moi, j'ai toujours été émerveillé pour quelqu'un qui crée un tout petit truc, mais ça exprime quelque chose de lui. Comme une micro-entreprise, par exemple. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une création. C'est-à-dire que, voilà, c'est un pari qu'on fait sur la vie. C'est-à-dire qu'on va donner la vie à quelque chose. Ouais. Et aussi, j'avais une question. Du coup, est-ce que, enfin, j'ai pas lu la BD, j'avoue, mais en fait, est-ce que c'est un condensé d'images, on va dire, du dirigeant, de profils différents, ou est-ce que vous essayez de donner une image d'Épinal, un peu une image idéaliste Alors, c'est vrai que vous vous dites, oui, c'est positif, c'est vrai que... Est-ce que vous essayez de donner un profil pour orienter les gens qui veulent devenir eux-mêmes dirigeants? C'est un peu l'image parfaite. Oui, je leur dis, mais c'est une occasion pour vous de vous réaliser, hein, c'est de vous exprimer, et c'est une occasion de mieux vous connaître, voilà, de la recherche un peu de vous-même à travers la création. Alors c'est vrai qu'il y aura des moments compliqués, mais c'est aussi une grande satisfaction de faire naître quelque chose. Et parce que ça nous pousse de toute façon à nous connaître. C'est vrai que la source, c'est vraiment la sève, on va dire, là. Eh bien, c'est dans les racines qu'elle se produit, c'est-à-dire c'est la personnalité du chef d'entreprise. Et ça évite d'avoir des regrets pour se dire je suis resté salarié toute ma vie et puis je n'ai pas fait quelque chose. Ça dépend de chacun aussi. Peut-être que tout le monde n'est pas capable d'être. Je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire. Attention, il faut une personnalité déjà le dirigeant, c'est particulière. pas juste quelqu'un qui décide de se lancer, il y a une attitude aussi. C'est ça. Une volonté et. Ah, faut de la volonté, hein. Puis faut pouvoir avoir des sacrifices. Hein. La première boîte où je suis parti, c'était l'émission, donc j'avais pas le droit au chômage. Hein.
punition, mettre l'argent avec la maison en crédit, et puis pendant 18 mois, pas de salaire. Ah ouais. C'est pas si simple que ça, quoi. Oui. Enfin voilà, la bande dessinée, c'est, enfin pour moi, c'est, je découvre ici, j'étais jamais venu ici, et vraiment, c'est assez extraordinaire. Et en regardant un peu les, c'est vraiment une possibilité de raconter quelque chose. Voilà, c'est. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. C'est avec plaisir. Et c'est pas un hasard, hein, très sincèrement. De plus en plus, la bande dessinée, on retrouve en fait un mode narratif qui permet d'aborder des sujets qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas forcément en par texte, ce serait particulièrement lourd. Oui, oui. Il faut être très précis et pointu et intéressé pour s'intéresser en mode livresque conventionnel. Ouais. L'avantage de la bande dessinée, c'est de donner accès à des connaissances pointues, mais de façon beaucoup plus légère à tout le monde, très simplement. Ça permet vraiment d'aborder plein de sujets qui seraient inabordables pour, on va dire, le commun des mortels. Moi, je ne compte plus le nombre d'essais adaptés que j'ai fait lire à des clients, et à certains d'entre vous vous souviendront peut-être de L'homme créa les dieux, qui est un essai anthropologique à la base, qui est clairement universitaire, et pourtant enfin, voilà, vous avez plus de 600 pages, et ça a été lu par plein de gens, et qui est vraiment éclairant. Et ça rend accès à un autre mode narratif et un autre mode cognitif que l'essai traditionnel, etc. Donc ça permet de décomplexer par rapport aux connaissances et par rapport aux propres complexes qu'on peut avoir. Ah oui, mais ça c'est pas pour moi, c'est pas mon domaine. Non, on peut vraiment aborder et puis s'enrichir, compléter les choses. Là typiquement, c'est le genre d'ouvrage, vous allez le trouver dans des rayons très spécialisés si c'est en... Mais on va pas le prendre. Ben, c'est ça, parce que c'est pas les rayons que vous fréquentez, parce que vous dites bah non, c'est pas pour moi, alors que non. On apprend plein de choses, on découvre et puis on apprend sur soi. Je dirais que Oui, toi, vas-y, toi qui l'as lu. c'est le genre de livre en fait qui pourrait même révolutionner des vies entières. C'est-à-dire, Voilà. c'est-à-dire, Parce que des vies entières. en fait, Ouvrir les yeux. Tu peux donner des j'accentue sur l'aspect positif, optimiste. Ça fait des débats, il y en a certains qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Moi je suis totalement pour, parce que ça donne une envie de se lancer. Et je pense que c'est ça le gros intérêt de cette BD, c'est qu'elle montre des possibilités, à nous de voir si on ouvre la porte ou pas. Ouais, non, c'est sûr. Enfin voilà, mais en tout cas merci de m'avoir accueilli. Hein, De rien, c'était avec plaisir. Et puis merci de votre écoute. Et puis je vous encourage. Dernière petite question qui n'a rien à voir. On peut avoir un petit plaisir, un petit autographe? Ah bah oui, c'est prévu, rassure-toi.